Je vous rappelle la règle du jeu de ces auditions. 45 minutes, dont 15 minutes sont consacrées à la présentation du projet que vous avez déposé au début du mois de janvier et que les membres du Conseil ont lu avec beaucoup d'attention. Et ensuite, une demi-heure de questions, de réponses, de précisions, de compléments entre nous. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Dubrinfo. Merci, bien bonjour à tous. Merci de nous accueillir, c'est pour nous un grand honneur. C'est aussi et surtout une grande joie. Le mot peut surprendre dans un contexte pareil, mais c'est vrai que pour nous c'est une joie au bout de 4 ans de préparation d'avoir cette occasion. Ce n'est pas encore un aboutissement, on a une longue route encore devant nous, les candidats sont nombreux et redoutables. Mais une première étape est en train d'être franchie et pour nous c'est un vrai plaisir de porter ce qui nous semble une cause importante. En l'occurrence, cette cause, c'est combler une absence qui nous semble à la fois difficile à comprendre et à la fois préjudiciable. Nous voulons monter une chaîne de télévision totalement consacrée aux sciences du quotidien, aux techniques, là encore, en ce qu'elles concernent le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde, et aux loisirs actifs, aux hobbies, si vous préférez. C'est une thématique qui théoriquement concerne tout le monde. Les sciences et les techniques, inutiles de rappeler qu'elles imprègnent chaque minute de notre vie. Les hobbies, sauf erreur de ma part, sont pratiqués par un petit peu moins de 70% des Français. Donc on a bel et bien là une thématique qui concerne beaucoup de gens et dont l'absence est surprenante en tant que chaîne de télé à part entière. Elle n'est pas que surprenante, elle est également préjudiciable, nous semble-t-il, parce que pour nous la télé est le moyen le plus puissant pour lutter d'une part contre un obscurantisme qui nous semble gagner du terrain ces dernières années, avec tout ce qu'il entraîne comme incompréhension et comme problème sur le vivre ensemble, et d'autre part un fossé qui nous semble lui aussi s'agrandir, un fossé d'incompréhension entre la société et ses scientifiques. Ce fossé a des conséquences très concrètes, très palpables, y compris au plan économique pour la nation, puisque les choix scolaires font qu'aujourd'hui, si vous discutez une minute avec un chef d'entreprise de ses difficultés à recruter un ingénieur ou un technicien, vous serez très rapidement fixé sur le côté palpable de la chose. Donc cette thématique est une thématique bien précise, avec une personnalité forte. Nous l'assumons, nous la revendiquons. Nous n'avons absolument pas l'intention, vu l'étendue du sujet, d'aller dévier et de faire comme certaines chaînes qui étaient thématiques et sont devenues petit à petit généralistes. C'est une thématique qui nous plaît, qui nous semble fructueuse. Cette thématique est donc originale, elle sera traitée d'une façon originale aussi, avec en particulier un lien extrêmement fort avec l'actualité, de façon très précise et très anecdotique. Voilà un exemple qui pourra vous paraître caricatural, mais demain, vous avez un deuxième Céveso. Demain matin. Demain après-midi, que voyez-vous à la télé? Vous allumez une chaîne de généraliste ou une chaîne d'information continue, vous verrez le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de milliards d'euros de dégâts et puis des images d'apocalypse. Vous allumez une chaîne de télé documentaire, vous verrez un documentaire qui a été programmé il y a plusieurs mois, de très bonne qualité évidemment, mais qui n'a rien à voir avec l'actualité, ce sera les pingouins en Antarctique. Vous aurez de très belles images, mais rien à voir avec vos préoccupations du matin. Et Dieu sait si elles seront angoissantes. Vous allumez Science News, vous verrez dans un premier temps évidemment le Flash Info, dans un deuxième temps, quelques minutes à peine plus tard, un Michel Chevalet qui va vous expliquer sans aucun papier, sans aucune note, parce qu'il a une connaissance encyclopédique de la chose, qui va vous répondre sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que ça peut toucher la France? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'au contraire on dramatise la situation? Voilà, cette télé du troisième type, pour l'instant, n'existe pas et il nous semble qu'elle est indispensable. Cet exemple devrait bien l'illustrer. Donc, une thématique bien précise, un traitement bien particulier et en revanche, un auditoire que nous visons le plus large possible et dans l'idéal, tout français moyen. L'idée étant de dire que excusez-moi, j'ai un tout petit trou. L'idée étant de dire que la cible
qui est la France entière, évidemment, est une utopie. Nous ne pouvons nous baser dans un premier temps que sur des locomotives d'audience qui seront, d'une part, les enfants et les préados, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas encore désappris à se poser cette question innée qui est le pourquoi. Et d'autre part, tous les passionnés, que ce soit les passionnés au sens technophile du terme, les fameux geeks, ou passionnés au sens hobbyiste convaincu. Donc, délibérément, on est spécialisé par thématique, par mode de fonction, avec une cible très large. Tout ça peut inquiéter parce que nous avons donc une triple originalité. Mais cette triple originalité a été d'autant plus vérifiée et validée par nous durant ces 4 dernières années. Et c'est au contraire une triple force que nous revendiquons. Au niveau de la thématique, c'est une force parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent au niveau scientifique, avec le ton dont nous parlons, c'est-à-dire tout sauf le ton documentaire. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les exemples, c'est pas sorcier, E égale M6, incroyables expériences. Tout ça a systématiquement réussi en termes d'audience. Au niveau du mode de production, le collaboratif et surtout l'interactif peut inquiéter, peut donner l'impression que ça coûte plus cher. Jacques Perrache, ici présent, vous expliquera tout à l'heure pourquoi nous maîtrisons complètement les coûts et au contraire, on risque d'avoir des coûts de production plutôt inférieurs à la moyenne. Et quant à la cible, là c'est probablement ce qui inquiète le plus les gens à qui nous en parlons de prime abord. Cette cible n'est effectivement pas la cible traditionnelle que vous connaissez tous dans la fameuse segmentation des marques lessivières. C'est une cible qui a en revanche tout à fait fait ses preuves. C'est tout simplement la stratégie d'agrégation de contenu qui a quand même un tout petit peu fonctionné avec des entreprises aussi fameuses quand même que Amazon ou YouTube. C'est donc une stratégie qui fonctionne. Voilà. Nous avons donc un projet qui nous semble à la fois triplement original et triplement solide. Original et solide, c'est ce que nous voulons défendre. Et ce sera solide en particulier parce que nous appuyons sur des gens aussi expérimentés que Michel Chevalet, qui va nous présenter la thématique de la chaîne avec un tout petit peu plus de concret sur ce qu'il va présenter. Merci. L'originalité d'une telle chaîne, à mon avis, peut porter bien sûr par le choix des documents présentés. Mais on n'est pas les seuls. Mais à mon avis, c'est qu'elles servent de référence dans le domaine de l'actualité. La multiplication des chaînes, j'en sais quelque chose, parce que j'étais un peu à l'origine de LCI et maintenant je suis rattrapé par les événements à iTélé, fait que, et le succès d'un C'est dans l'air, qui de temps en temps aborde et développe une thématique en liaison avec la science et la technique, fait que notre force, c'est de répondre très rapidement aux questions que les gens se posent en fonction des événements d'actualité. Alors me direz-vous, il n'y a pas matière, j'oserais dire tous les jours, à l'actualité scientifique. Ne prenons pas la science très restrictive, mais disons élargissons-la, et elle est présente en substrat derrière tous les problèmes de société, les problèmes d'environnement, les problèmes de climatologie, les grandes découvertes, bien sûr, on n'a pas des prix Nobel tous les jours, ou l'actualité technique. Il y a un record du monde de TGV, il y a l'après Fukushima. Hier, j'étais sous le glacier d'Argentière, vous verrez le reportage, parce qu'on est en train de faire des captages d'eau pour alimenter un barrage. C'est de l'actualité technologique, mais derrière, il y a toute une connaissance sur les phénomènes de glaciologie. Donc, cette chaîne se justifiera bien, pour moi, si elle devient une référence, c'est-à-dire lorsque l'on veut avoir la réponse à la question « Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima ?» Je vais avoir le traité pendant tout le week-end. Est-ce que ça peut se produire en France? Quelles leçons en a-t-on tiré? Donc il faut que la réponse, elle soit simple, claire, et elle soit donc sur cette chaîne. Voilà le but que moi je m'assigne. Alors, me direz-vous, ça nécessite bien sûr l'expérience, je pense l'avoir. Ça fait 40 ans que je me consacre à l'actualité scientifique. Le réseau, bien sûr, je l'entretiens. Et puis également, on a besoin de correspondants. Donc je vais m'appuyer sur un réseau Futura Science qui est, à mon avis, sur le web, l'un des plus sérieux, qui a la caution de la communauté scientifique. Et donc je vais
d'une part, m'appuyer sur ces correspondants qui sont dans tous les laboratoires, mais également, je vais former ces gens aux techniques de la télévision. Voilà donc le but que je m'assigne dans mon domaine, qui est uniquement, disons, le traitement, la réponse à l'actualité. Voilà, et tout ça sera mis en musique avec des techniques de production que va vous détailler Jacques Perrache, dont en particulier une technique qu'il est bien placé pour vous présenter, puisque c'est lui qui en est l'inventeur. Une technique qui vous a déjà été présentée par un concurrent il y a quelques jours, mais pour lesquelles vous pourrez lui poser quelques questions supplémentaires. Bonjour et merci de nous écouter. Je voudrais commencer en disant que la France est classée par Thomson Reuters comme le 3e pays le plus innovant du monde. De même, nous avons ici pour Science News une grande ambition, c'est d'être la chaîne la plus innovante du paysage audiovisuel français. La tâche est immense et l'actualité scientifique mondiale ne doit en effet exclure personne. Et nous souhaitons, je le répète, nous adresser à toutes les générations, à toutes les origines, afin d'associer le grand public à l'enthousiasme de l'aventure scientifique humaine dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Par-dessous tout, bien sûr, nous voulons toucher les jeunes. Ces objectifs nous placent dans une situation un peu différente de nos concurrents. Si certains projets de télévision ont pu défendre par le passé un certain mieux-disant culturel, ce qui va sans dire pour un projet scientifique, nous voulons proposer au CSA un mieux-disant industriel en matière de production audiovisuelle et en mettant en œuvre une logistique et des compétences rarement utilisées en la matière. La complexité croissante de notre monde pour relever le défi d'une vulgarisation scientifique de qualité impose la création de nouvelles méthodes de fabrication d'images et de nouveaux instruments d'information. Ceci relève de 3 principes majeurs: une fabrication en réseau, une nouvelle interactivité et l'utilisation systématique de l'image virtuelle. Pour la fabrication en réseau, Michel Chevalet vous a exposé son idée qui était de s'appuyer sur des réseaux de passionnés. Le problème, effectivement, c'est que ces passionnés ne savent pas faire de la télévision. Nous allons leur apprendre. Nous allons ouvrir l'activité de création télévisuelle en proposant à l'ensemble des gens qui souhaiteront s'y associer notre SDK, notre Software Development Kit, excusez du terme, mais c'est le terme up-to-date, c'est-à-dire le logiciel qui leur permettra en amont d'anticiper et sur les enjeux scientifiques majeurs, c'est-à-dire de se documenter, et en aval, de tourner, de monter, de mixer, de fabriquer, d'aller chercher dans notre base de données les informations dont ils auront besoin, les compléments d'images, les infographies qu'on leur fournira, et de nous livrer à l'appui de leur originalité et de leur projet, des sujets qui seront puisés dans leur expérience et sur le terrain. Nous souhaitons former 80 correspondants et nous souhaitons les disséminer dans le monde entier en s'appuyant sur les réseaux dont parlait Michel, notamment Exit pour l'Europe, ASTC, TSN pour les USA, NCSM pour l'Inde, RedPop pour l'Amérique du Sud et SASTEC pour l'Afrique du Sud, parce que les autres ont déjà fait la partie du travail qu'aurait dû faire la télévision, c'est connecter les scientifiques à l'outil télévisuel de façon mondiale. Nous allons utiliser Internet et notre réseau pour le faire à notre niveau. Évidemment, nous travaillerons en toute sécurité. Les validations amont et aval sur la production et la diffusion des sujets seront assurées par intranet 24 heures sur 24 par la rédaction de la chaîne. Le minutage moyen permettant à chaque correspondant d'assurer un revenu personnel correspondant à la livraison, un revenu personnel lui permettant de travailler avec nous de façon régulière, correspond de 5 à 10 minutes par semaine.
Cette méthode permet de diffuser en moyenne 2 heures de reportages originaux et exclusifs par jour, présentés en direct par les journalistes de la chaîne. Nous aurons aussi des magazines et des documentaires, mais leur choix dans leur fabrication ou leur achat sera fait par rapport à l'approfondissement, évidemment, des sujets soulevés par la news. Nous aurons aussi, évidemment, des sujets de catalogue, de façon à approfondir tel ou tel sujet. Parlons de l'interactivité. C'est un sujet à la mode. Il faut en parler assez vite parce que nous avons presque franchi le quart d'heure. Hein. Excusez-moi. Je parlerai donc de quiz perpétuel de Science News qui s'appuie sur la technologie Synchronew. Nous avons inventé un système qui permet de synchroniser votre iPhone avec la diffusion de télévision. Nous allons donc en perpétuelle interaction avec le public, lui poser des questions et il va nous répondre. Des développements considérables sont envisagés par l'utilisation de ce système, y compris la création d'une monnaie virtuelle. Nous allons utiliser aussi l'image virtuelle comme troisième appui. L'image virtuelle nous permettra de développer des programmes jeunesse basés sur des présentateurs virtuels de personnages d'animation, animés en direct et en temps réel à l'antenne et en contact par téléphone. Les enfants pourront même les animer grâce à leur voix et pourront intervenir et poser des questions à des scientifiques, à des personnages et intervenir sur le plateau en direct à leur niveau de chez eux au téléphone. Nous allons utiliser les mêmes techniques pour virtualiser la traduction du langage des signes et donner au traducteur la possibilité d'animer un avatar virtuel qui sera utilisé en permanence afin d'assurer l'addiction et le soutien des populations malentendantes. Du principe d'égalité entre les candidats qui vous est cher. Je vais vous demander véritablement de conclure l'ensemble de cette présentation en 30 secondes. Eh bien, on avait gardé justement pour la fine bouche tous les chiffres, autant au niveau financier qu'au niveau de l'audience, et c'est Pascal qui vous les présente. Non, mais vraiment en 30 secondes. Hein. Je ne peux pas vous réserver un sort différent de celui des autres, et vous l'avez déjà, en fait, ce sort différent. Donc 30 secondes et pas 31. Bon, bah écoutez, en 30 secondes, je dirais simplement déjà deux. Voilà. Donc en 30 secondes, je citerai simplement donc déjà 2 chiffres. Le premier, c'est que nos prévisions d'audience sont que de 0,6% de part de marché, à terme, c'est-à-dire d'ici 5 ans. Donc une des prévisions quand même très conservatrices. Notre chiffre d'affaires cumulé sur 5 ans est de 150 millions d'euros. Donc ce qui nous fait aujourd'hui un investissement global avec notre fonds d'investissement, enfin avec notre capital social de 210 millions d'euros d'investissement pour se développer ce projet. Savoir donc, ça nous permet d'avoir une grille autour de 30 millions d'euros par an. Maintenant, et pour conclure, je dirais que ce n'est pas à vous, chers membres du CSA, que nous devrions démontrer qu'il y a une appétence des Français pour les sciences, puisque de nombreuses études que vous avez pu sortir montrent que les Français demandent ce genre de contenu et en demandent encore plus. Ce que nous souhaitons aujourd'hui proposer, c'est tout simplement d'essayer d'y répondre, du moins en partie, à ces demandes via nos magazines et via nos actualités scientifiques, en proposant une antenne ouverte et contributive aux téléspectateurs, au monde de l'industrie, de la recherche, des artisans, des inventeurs. Concrètement, pour nous, Science News, ce sera leur antenne. Voilà. Merci beaucoup. La télévision est un tout petit peu plus souple que la radio, mais il faut quand même y respecter les horaires avec au moins aussi bien que quand on fait un programme de recherche ou que quand on donne un cours. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation intéressante, riche et forcément qui m'est particulièrement chère, peut-être par mon passé, par ma formation et par mon passé. Vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de méthodes industrielles, d'images virtuelles, toutes choses très intéressantes. Et je pense que mes collègues auront un certain nombre de questions à poser sur les avatars, par exemple. Je voulais d'entrée vous demander un peu comment ce projet s'inscrit-il dans un ensemble peut-être un peu plus grand. On voit dans le dossier que vous nous avez envoyé que Science Média se traduira par différentes chaînes. La première, Science News, pour laquelle vous candidatez aujourd'hui, ainsi que 2 autres chaînes. Est-ce que ces 3 chaînes sont intimement liées? Sont-elles interdépendantes ou ont-elles chacune leur existence propre et l'existence ou non de Science News ou le soutien ou non de Science News par le CSA aura-t-il un impact sur ces 2 autres chaînes? Première question.
La deuxième question, parce que j'en ai trois, concerne ce mécanisme un peu original, vous l'avez dit, de réseau de correspondants un petit peu distribués sur l'ensemble du territoire. Vous avez parlé de SDK, donc en bon français un kit de développement logiciel, si j'ai bien compris. Comment véritablement cela va-t-il fonctionner? Vous avez expliqué, nous allons apprendre à faire de la télévision à tout le monde, mais comment est-ce que les principes de déontologie et d'impartialité, cela seront-ils bien respectés? Et une troisième question, plus ponctuelle, sur les documentaires. Vous dites que vous vous appuierez notamment sur un grand catalogue de documentaires, notamment provenant d'outre-Atlantique, tout en disant que vous les réadapteriez un tout petit peu à la réalité française. Vous prenez l'exemple de documentaires qui parlent de trains et donc vous transformerez les Amtrak en TGV. Comment voulez-vous faire ça? Est-ce que vous pensez que si vous faites ça, ça deviendra des documentaires d'expression originale française? Je crois que c'est un peu plus compliqué. Enfin, quel est votre objectif? Merci. On va prendre les questions de l'ordre. Il y avait déjà l'effet de gamme dont Pascal va pouvoir vous parler. L'idée, c'est effectivement, oui, nous allons chercher à monter des chaînes qui soient parfaitement complémentaires, mais qui en même temps se revoient les unes aux autres. C'est-à-dire que l'idée est de dire que dans chacune des chaînes, il y aura, excusez les guillemets, mais une sorte d'échantillon qui donnera l'envie d'aller regarder l'autre chaîne, celle qui sera entièrement consacrée à ce qu'on vient de voir dans l'échantillon. Voilà un petit peu la philosophie. Après, sur le positionnement précis de chacune des trois chaînes, Pascal va vous le présenter. Oui, écoutez, très rapidement, Science News, c'est vraiment... Mais tout plus... Voilà, merci. Allez-y, ça va. Je disais donc que Science News, c'est vraiment la chaîne principalement sur le focus des actualités scientifiques et techniques, avec effectivement le volet aussi magazine, mais magazine de news. Alors que les autres projets, il y a une chaîne de divertissement scientifique et technique avec de la fiction, et ça sera une chaîne qu'on vous proposera ultérieurement, qui sera sur le segment câble IPTV. Et enfin, le troisième projet qui est dans le tuyau, c'est une chaîne qui s'adresse beaucoup plus aux pays, enfin qui sera diffusée principalement sur l'Afrique, puisque c'est avant tout une chaîne éducative, scientifique et technique. Voilà. Alors, si vous voulez, notre volonté, c'est vraiment de construire ce groupe média éducatif sciences et techniques, devenir un petit peu à terme, entre guillemets, le CNN à la française des sciences et des techniques. Maintenant, sur tout ce qui touche à la construction du mode de captation, du contenu, donc du réseau participatif, je vais passer la parole donc à Jacques, qui va effectivement vous le présenter. Oui, j'ai utilisé le terme SDK qui est pas tout à fait, qui est un peu un effet de mode, je vous prie de m'en excuser. C'est effectivement plutôt une suite de procédures informatiques que nous allons mettre en place. J'ai passé à peu près 30 ans de ma vie à faire de l'animation de façon internationale et dans l'industrie de l'animation. Nous avons été les premiers mondiaux en la matière et on a développé des méthodes de fabrication en réseau basées sur un logiciel qu'on a appelé au début Big Brother et qu'on a appelé ensuite Mami. C'est la même chose avec un esprit différent. Ça veut dire qu'en fait, ça guide des gens qui s'agrègent à notre réseau de fabrication et qui, à ce moment-là, sont guidés dans les procédures d'information et de contrôle par rapport à un projet de fabrication. Donc il s'agit là de quelque chose qu'on a déjà validé dans l'industrie de l'animation, qui a permis à la France d'être pendant un certain temps numéro 1 mondial de fabrication d'animation numérique, et qui, transposé dans le domaine de la production de news, apporte un plus et une efficacité tout à fait évidente. En tout cas, il est clair que ces logiciels existent et nous allons les utiliser. Je voudrais me permettre une petite remarque concernant la déontologie. Le micro, s'il vous plaît, Monsieur Chevalet. Merci. Voilà, il a du mal à s'enclencher, mon cher. Je dirais, je ne me pose pas du tout la question en termes de déontologie, cher monsieur, dans la mesure où j'étais professeur pendant 10 ans, j'ai formé les élèves. J'ai eu d'ailleurs comme élève Patrice Duhamel, il peut en seconde, en mathématiques. Il n'était pas très doué. Hein. Laurent Voulzy, oui. Et je forme, et c'est moi qui ai formé à TF1 des jeunes, enfin maintenant non, qui sont à l'antenne. Donc je ne me pose pas du tout la question. Dans le domaine de la formation, il faut former à la télévision nos correspondants, nos consultants. Et de fait, c'est moi-même, qui, en quelque sorte, participerait un peu
alors formation pour leur expliquer comment on travaille. La crédibilité de cette chaîne passe par le sérieux des informations qui sont données. Et donc le rédacteur en chef au niveau du news, c'est moi qui assurerai la fonction, et je pense de ce côté-là vous offrir tout de même les garanties. Donc je ne me pose pas le problème. Mais bien entendu, il faut toujours être très vigilant. On voit les dérives, bien sûr. Et c'est pour ça que je m'appuie sur Futura Science, où je connais les correspondants qui sont des vrais scientifiques. D'autant plus qu'il y aura beaucoup de directs. Comment ? D'autant plus qu'il y aura beaucoup de directs. Et donc, ce sera d'autant plus difficile d'avoir toujours différents petits présentes et d'avoir un contrôle de l'antenne. Oui, mais ça, c'est pour lui dans tout direct. Hein. Quand vous êtes journaliste et vous avez quelqu'un à l'antenne, des fois, ça dérape, ça dérive. Enfin, si je sais qui je mets à l'antenne, je sais son niveau. C'est bon ? Oui, il y avait une troisième question sur les documentaires étrangers, mais bon. Oui, qu'est-ce que vous répondez sur les documentaires étrangers à la question de M. Gablard ? Oui, en fait, il s'agit là sur des sujets sur lesquels on n'a vraiment pas le temps d'intervenir, etc. Il ne faut quand même pas se limiter. Nous savons très bien que quand on voit ce que fait la BBC, ce que fait Discovery Channel, il y a effectivement des images que d'ailleurs aucune télévision en France ne peut montrer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de place pour ça, mais nous n'allons pas nous priver de ça. Il est clair aussi que le but c'est quand même d'apporter notre patte et de ne pas se positionner comme des rediffuseurs de programmes, mais des intégrateurs. Voilà. Merci. Monsieur Nicolas Abou. Président. Messieurs, d'abord sur l'accessibilité de vos programmes. Vous écrivez donc l'accessibilité de vos programmes aux personnes sourdes et malentendantes. La chaîne Science News proposera des journaux sous-titrés. Première question, quel pourcentage de l'ensemble des programmes sera proposé donc sous-titrés? Vous parlez surtout, si on s'en tient qu'aux journaux, c'est 40%, puisque de vos programmes qui concernera l'info. Est-ce que c'est 40% que vous allez sous-titrer? Ensuite, vous indiquez que vous proposerez donc l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Perrage, via un dispositif original de traduction simultanée en langue des signes par un couple d'avatars. Alors, le dispositif a-t-il déjà été mis en œuvre et se révèle-t-il suffisamment performant? Ensuite, sur l'audio-description, vous indiquez dans votre dossier, pour la production de programmes en audio-description, un workflow de production sera créé à un petit périmètre sur les solutions de sous-titrage Ayato qui offre le pré-maquettage en mode timeline des images et sons associés, facilitant l'insertion vocale d'un commentaire off. Alors, je n'ai pas tout forcément compris ce que ça va donner en matière d'audio-description, mais est-ce que vous pourriez me donner exactement combien il y aura de programmes audio-décrits par an? La question est relativement simple. On va essayer de s'habituer à vulgariser. Hein? Oui, non, mais c'est assez simple. Le nombre de programmes audio-décrits, ça m'aurait certainement beaucoup plus peut-être renseigné. Sur ce qui est de la diversité et de la parité, vous dites pas de difficulté, puisque en matière de diversité, 40% des programmes seront issus de votre réseau participatif. Est-ce que vous êtes certain que cette origine est un réel garant de cette diversité? Et vous mentionnez la parité au niveau de l'antenne. Là encore, est-ce que la parité suffit-elle à régler cette diversité indispensable à l'antenne? Je pense en particulier aux personnes handicapées. On va commencer par le pourcentage. Non, c'est plutôt déjà. Bon, vous battez là. Il y avait déjà le pourcentage d'émissions qui seraient sous-titrées. Oui, le 40%, est, à vrai dire, l'ambition que nous avons, c'est de ne jamais perdre les sourds et les malentendants. Donc, c'est-à-dire que le but est d'avoir 100% de la chaîne tout le temps doublée, tout le temps traduite, soit par sous-titrage, soit par sous-titrage, soit par langage des signes, soit les deux éventuellement. 40% des journaux devront avoir les deux parce que beaucoup de gens, de gens malentendants ne connaissent pas le langue des signes. Donc nous aurons 40% effectivement qui auront les deux. Et vous nous avez interrogé sur les performances des avatars par rapport au langage des signes. Oui. Il est un fait que c'est un pari
qu'aujourd'hui, les seules expériences qui ont fonctionné de façon satisfaisante ont été faites par les Anglais en la matière, et qu'aujourd'hui, les procédures de capture de mouvement que nous utilisons de façon récurrente depuis à peu près une vingtaine d'années pour la captation d'animation destinée à l'animation pour la télévision ont été rendues en temps réel, ce qui autorise évidemment l'utilisation de ces techniques pour le langage des signes. La question que nous avons bien évidemment fait des tests concluants sur la question dans le cadre de recherche et développement de XD Productions, qui est la société que je dirige et qui abrite un laboratoire de recherche depuis maintenant 15 ans. Nous avons donc la possibilité de proposer un progrès considérable là-dessus, parce que je crois que avoir l'ambition de doubler en permanence un média tel que Science News par le langage des signes aboutirait, dans le cas où nous n'aurions pas ce genre de soutien, et pour des raisons évidentes de respect du Code du travail, nous aurions une succession de traducteurs qui deviendrait, je pense, un handicap. Et nous ne voulons pas que ce soit un handicap, parce que pour avoir travaillé beaucoup sur le sujet, je trouve que la langue des signes est totalement admirable. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de la traduire, de la transcrire sur un avatar. L'avatar va être suffisamment précis et suffisamment attractif pour avoir la même capacité de traduction que le traducteur réel. Et nous avons aujourd'hui des méthodes de transcription, de capture de mouvement suffisamment précises pour le faire. Ça n'a jamais été mis en œuvre aujourd'hui dans aucune télévision. Pardonnez-moi, ça veut dire qu'on verra un avatar qui représente une personne qui fait cette traduction en langue des signes parallèlement? Oui. Quel est l'avantage? Il n'y a rien ça sera de ne d'automatique. plus montrer la personne qui fait le travail. Absolument. On pourra avoir une succession de personnes et nous aurons une identité. Et toujours le même avatar. Voilà. D'accord. Et donc vous vous engagez à mettre ce dispositif pour la totalité de vos programmes? Je serais malhonnête, monsieur, de vous dire que nous sommes sûrs d'arriver à faire 100%. Ce sera en tout cas notre objectif. Et alors, le nombre de programmes audio décrits par an? Là, je sèche. Parce que le dispositif avait l'air magnifique, c'est pour ça, mais j'avais pas... Parce qu'elle reviendra sur le quantitatif, c'est le maître des chiffres, mais je veux compléter la réponse à votre question, puisque vous vouliez savoir quel était l'intérêt réel d'avoir un avatar, puisque finalement on part d'une matière qui est déjà une matière humaine. Pourquoi passer par l'intermédiaire de l'avatar, si ce n'est se donner une connotation technoïde qui serait un petit peu artificielle? Je crois décoder un peu votre sous-entendu. C'est toujours avoir le même... Il y a effectivement un premier élément de réponse qui est le fait qu'on standardise complètement l'apparence, ce qui a beaucoup d'avantages. Mais il y a également un autre avantage notable, c'est que on standardise également les gestes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du geste qui fait que le geste devient totalement standardisé. La machine reconnaît que le geste est donc le geste qui signifie, je ne sais pas, brouette, et il le fait d'une façon totalement standardisée. Ce qui fait que les sourds et malentendants peuvent en témoigner. Il y a souvent un problème avec le fait qu'en passant d'un interprète à un autre, on est plus habitué à comprendre un interprète qu'un autre. Là, il y aura un espéranto, si j'ose dire. Ce sera l'Oxford English du langage des signes, ce qui sera un net progrès. Bien, on va peut-être changer de sujet si monsieur Abou en est d'accord. Vous n'avez pas encore découragé nos deux interprètes en langue des signes, donc c'est parfait. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Deux questions rapides. Enfin, je vais essayer. Première question, vous dites que, si j'ai bien compris, vous serez une chaîne d'information scientifique. L'expérience nous a montré qu'on a eu des chaînes d'information, notamment économiques. Qu'est-ce qui fait que vous allez rester scientifique et que vous n'allez pas devenir une chaîne d'information tout court? Première question. Deuxième question, le modding, vous me direz rapidement ce que c'est. Enfin, c'est la même question, d'ailleurs, je n'ai pas bien compris. Autre question, cette chaîne d'infos, vous dites que vous êtes prêt en gros à casser les programmes, à casser la grille
quand il y aura une actualité importante. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut avoir une garantie antenne, il faut avoir un plateau, il faut avoir une régie. Donc comment vous allez financer toute cette affaire-là? Et la dernière chose, c'est votre public. Vous visez donc des jeunes, des scolaires, mais en même temps, l'expérience montre, que certaines émissions scientifiques, vous avez cité C'est pas sorcier, qui ont un grand succès, mais elles ont du succès auprès des adultes plus qu'auprès des jeunes dans les faits, ces émissions-là. Donc quel public vous allez véritablement viser? Merci beaucoup. Alors on va commencer par l'information, la chaîne d'information qui va rester d'information scientifique. Il y a deux éléments. Le premier, c'est celui que j'abordais tout à l'heure, sur le fait que la science est un sujet largement assez étendu et largement assez riche pour que nous n'ayons pas besoin de déborder de notre terrain de jeu. On aura largement de quoi s'occuper, et Michel nous le disait encore ce matin, vous voyez, en préparant la réunion, vous voyez les gars, si j'avais dû me plier à l'exercice, aujourd'hui j'aurais déjà 4 nouvelles d'actualité vraiment intéressantes pour les gens à énoncer, rien que pour ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Donc Michel Chevalet ne pourra pas tenir l'antenne 24 heures sur 24, non, mais, indépendamment de son immense talent. Je veux dire, à un moment donné, il faudra mais j'y veillerai personnellement. qu'il y ait des pourtant. pauses techniques, des escales. C'est pour ça qu'on mettra des avatars pour que vous ne voyez pas la tête des gens qu'on fouette. J'ai compris. Non, l'idée générale, c'est de dire que nous avons déjà une matière qui est extrêmement riche, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, nous ne serons même pas tentés d'aller en dehors de notre précaré. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que pour être très précis, il ne s'agit pas réellement d'informations strictement scientifiques. Il s'agit, entre autres, d'informations scientifiques, mais il s'agit aussi et avant tout des informations vues sous un angle scientifique. Quand vous parlez du deuxième Céveso dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas une information scientifique, on ne vient pas de découvrir le boson de Higgs, on vient d'avoir une catastrophe, mais elle sera présentée par des gens qui ont une culture scientifique et technique suffisante pour que les gens aient des réponses indiscutables à leurs questions. Ça veut dire qu'on pourrait faire les sondages, par exemple, en politique, sous l'angle scientifique. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais on va quand même se limiter, si ça peut vous rassurer. Très bien. Il y avait la question de la garantie antenne. Voilà, et après il y a la diversité. Le prix. Non, le prix financier de ce que ça prix. D'avoir une... Pour n'avoir que deux. Ah bon. Bien, en termes de budget pour la partie news, en fin de compte, notre grille est composée nous avons un budget de 10 millions d'euros uniquement sur la partie actualité news. À cela, pour couvrir tous les événements spéciaux, on a 4 millions d'euros supplémentaires. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il faut couvrir des événements importants, les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on a un budget journalier qui va totalement changer puisqu'on passe de 60 000 euros par jour à 250 000 euros par jour. Voilà. Uniquement pour couvrir la partie actualité. Je vous remercie. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. Pour aller rapidement, peut-être un jeu de questions-réponses. Vous avez la volonté de diffuser sur l'Europe et l'Afrique, c'est ça? Oui, par l'intermédiaire de la 3e chaîne que nous avons évoquée tout à l'heure. D'accord. Est-ce que c'est pas une volonté de concurrencer directement le service public, notamment France 5? Non, pour deux raisons. D'abord, la thématique n'est pas la même. Notre thématique est plus ciblée. Nous n'allons parler que de sciences techniques et loisirs actifs. Nous ne parlerons pas de géographie, etc. Donc la thématique est plus ciblée. Par ailleurs, l'approche est différente puisqu'elle est orientée à partir de l'actualité. À chaque fois, le prétexte, c'est l'actualité. Donc on est sur un positionnement qui est doublement différent de celui de France 5. Mais... Quelle sera la part de la production française ? Voilà, je voulais simplement apporter un tout petit complément d'information avant de répondre à votre question. Le projet sur l'Afrique est un petit peu différent quand même, puisque aujourd'hui Science News sera principalement diffusé sur la France à travers peut-être le réseau de la télévision numérique terrestre. Le projet sur la chaîne africaine, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une partie éducation avec des cours le matin qui sont à destination des enfants, du primaire et du secondaire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et le reste du temps, c'est bien évidemment les actualités décrites sous l'angle scientifique, avec aussi les magazines qui seront produits par la chaîne Science News et puis par la chaîne de divertissement scientifique. Voilà. Donc c'est vraiment une agrégation des deux éléments. Très bien.
Alors maintenant, pour revenir sur votre question concernant les œuvres audiovisuelles françaises, c'était ça ? La part de la production française. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une passe de 15% pour le moment, en termes de production, en termes d'engagement financier. D'accord. Et puis ma dernière question, c'est, j'ai bien entendu parler de 150 millions d'euros, 210 millions d'euros d'investissement pour ce projet, c'est ça ? Tout à fait, je peux vous les... Oui, je la termine juste. Et, je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression que ce sont les chiffres les plus élevés qu'on ait jamais entendus, en tout cas chez nous, de tous les dossiers qu'on ait reçus, je crois, je ne suis pas sûre du tout. Mais ce sont des chiffres impressionnants, en tout cas moi qui me donne le tournis. Où allez-vous prendre l'argent ? Comment vous allez l'investir ? À quoi seront attribués les fonds ? Ce sont des garanties très importantes, en tout cas pour faire une chaîne sur la TNT, d'avoir les reins solides. Où ira l'argent ? Dans la masse salariale, dans les programmes, dans le direct ? Où précisément ira l'argent ? Merci beaucoup. Très bien. Le chiffre de 210 millions d'euros, il s'articule, il y a 60 millions d'euros qui correspondent à notre capital social, plus le reste, c'est les 150 millions d'euros, c'est notre cumul de chiffre d'affaires sur les 5 ans. Donc quand on additionne 60 et 150, on arrive effectivement à 210. Maintenant, si on prend ces 210, si on divise par 5, effectivement, et on retire les coûts de diffusion autour de 12 millions d'euros, on arrive à un budget, charge de personnel plus grille, autour de 30 millions d'euros par an. Sur ces 30 millions, il y a à peu près 25 millions d'euros qui sont affectés à la production donc de la grille, donc actualité, puisqu'on produit énormément. Pour ça, j'aimerais apporter effectivement un petit complément d'information, parce que tout à l'heure, vous nous avez posé la question comment on va faire. Bien, effectivement, on va s'équiper bien évidemment de plusieurs plateaux. Il y a 3 plateaux qui sont prévus pour construire et apporter créer ces actualités, créer ces magazines d'information et créer ces journaux d'information. Voilà. Monsieur Patrice Gélinet. Merci, Monsieur le Président. Qu'il y ait une chaîne consacrée à la science, c'est parfaitement légitime. Je suis un petit peu perplexe sur la manière dont vous comptez aborder cette thématique à la télévision pour 2 raisons. D'abord, ce souci de privilégier presque exclusivement l'actualité des sciences, plutôt que de rappeler l'histoire de la science et des techniques, le fonctionnement d'un certain nombre de découvertes, même si elles sont assez anciennes, pas très anciennes, comment fonctionne par exemple un téléphone cellulaire, comment décolle un avion, etc. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement pris en compte dans votre projet. Autre chose qui me rend un peu perplexe, comme d'ailleurs ça a été le cas des autres conseillers qui vous ont posé des questions, c'est ceux qui vont animer votre télévision, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, un réseau de jeunes correspondants. Même s'ils sont cornaqués, si je puis dire, par vous-même, Michel Chevalet, vous êtes bien placé pour savoir qu'il ne suffit pas de connaître un sujet, il faut encore savoir, dans l'audiovisuel en général, à la radio comme à la télévision, le faire passer. Et je ne suis pas certain qu'encore une fois, que même si vous les formez, ils pourront être en mesure d'assurer des émissions en direct. Voilà les 2 motifs de perplexité que je voulais vous exposer. Alors, sur la partie, je vais rassurer aussi Françoise Laborde, je ne vais pas tout couvrir de l'antenne. Moi, ma partie, ce soit bien clair, concerne ce qui fait l'originalité d'une telle chaîne par rapport à ce qui peut exister sur des documentaires, c'est que nous faisons du direct. Mais ce n'est qu'une partie. Je ne revendique pas la totalité de la chaîne. Et je ne revendique pas d'être présent, omniprésent à l'antenne. Je serai sans doute au début, bien évidemment, comme signature, mais après, mon rôle est de former des gens et des jeunes journalistes pour prendre la succession. C'est ce que je continue à faire. Donc, c'est pour bien vérifier les choses. Donc, la partie news prendra une place d'autant plus importante que l'événement permettra, quand vous avez la catastrophe du Rio-Paris, vous tenez l'antenne quasiment toute la journée, parce que quand vous avez Fukushima, je l'ai fait à iTélé, ça a été toute la journée, vous voyez. Et des fois, il peut y avoir des gros directs. Mais le reste, c'est une partie, disons, l'actualité des sciences au quotidien, qui est une petite partie. Oui. Et à côté de cela, il y a les documentaires. Et il y a une rubrique dont je suis fier, parce que je l'ai créée, et le nom ne m'en revient pas, mais c'est à Laurent Gérard, c'est comment ça marche. Et il y a une rubrique que je vais faire, c'est comment ça marche et comment ça se fabrique. Donc les gens sont friands. Vous voyez, ça n'exclut pas du tout on ne l'a pas du tout oublié. Non, parce que je vous ai entendu dire
pas de documentaire. Non, pas le ton. Tout Ce sauf ne le sera pas le ton des documentaire. documentaires. Je l'ai même dit un peu trop vite, peut-être un peu trop vite. Ce ne sera pas le ton des documentaires, mais il y aura évidemment du documentaire. Il y a un effet d'escalier, une nouvelle brûlante qui arrive, qui est commentée en tant que telle, qui quelques minutes plus tard est développée avec des explications comme on sait si bien le faire à ma droite, et puis par derrière, des documentaires que nous avons d'ores et déjà en stock, que nous avons préparés à l'avance sur les différents sujets, et effectivement, si la catastrophe a lieu dans tel ou tel pays, ça n'empêche pas qu'on a un documentaire qui, de façon générale, s'applique à tous les avions de ce type-là. Pour répondre à votre question sur l'histoire, je pense qu'il est important de garder l'exemple de Michel tout à l'heure. Il nous parlait de la catastrophe Rio de Paris. Très bien, vous avez une actualité qui est l'ouverture du procès. On a besoin de remémorer un petit peu à tout le monde les tenants et les aboutissants, et Dieu sait s'ils étaient complexes. Donc, à nouveau, on réexplique un petit peu toutes ces choses-là pour ceux qui n'étaient pas là en juillet 2000. Il réexplique tout ça. Voilà une excellente transition pour après arriver à un sujet plus général qui est, mais après tout, est-ce qu'un avion qui a une aile delta est aussi stable qu'un avion à la bonne mode des frères Wright, et ainsi de suite. On tire le fil. C'est la méthode du plat de spaghetti, et petit à petit, on emmène progressivement le téléspectateur vers des sujets qui, a priori, ne l'auraient pas intéressé aujourd'hui, 9 mars 2012. Voilà. C'est à la fois une approche un petit peu pédagogique, et en même temps, c'est une approche qui, finalement, est complètement fidèle à la méthode scientifique. Je crois que nous avons compris. Monsieur Rachid Arab va vous poser la dernière question. Oui, j'avais d'autres questions, mais comme elles m'ont été subtilisées gracieusement par mes camarades, je vais vous en piquer une, Monsieur le Président. Science News, vous avez pensé à Science Info? Oui. On était gêné par la proximité de sonorité avec une institution que nous respectons infiniment. Vous voulez dire une radio? Oui. Oui. Enfin, Science News. Alors, non, Science c'est News. Science. Ouais, yes. Non, Science News, si vous êtes gêné par l'usage abusif de l'anglais un petit peu partout, on est au moins deux. Au moins deux. Ah oui, mais je moi, pense j'ai qu'on pas doit fait être le titre beaucoup de la plus chaîne. nombreux dans cette salle. Mais il y a une explication très simple. Nous avions un impératif absolu qui était d'être d'un minimum de concision. Nous devions faire passer au moins deux idées. Une idée sur la thématique et une idée sur le mode de fonctionnement. La thématique, on n'avait pas tellement le choix. Le mode de fonctionnement, on avait le moyen, en 4 lettres, de dire la même chose que ce qu'on disait en beaucoup de lettres en français, avec information continue ou au fil d'actualité. Et pour tout vous dire, science, information continue, c'était un petit peu long, et puis l'abréviation, pour toute personne qui a fait du latin, SIC, c'était un petit peu ironique. Et quant à science, fil d'actualité, là je ne vous parlerai pas de l'acronyme, on n'a pas voulu. Non, mais Science Info, honnêtement, même s'il y a une ressemblance phonique, ça aurait pu être un avantage. Ça nous plaisait beaucoup, on craignait de déranger la chaîne de... Mais si aujourd'hui c'est un engagement comme quoi on ne risque rien... Ouais. Merci. Je souscris totalement. Bien, nous allons nous arrêter toujours au nom du principe d'égalité. J'en suis désolé. Merci beaucoup, messieurs, de cette présentation. Je remercie celles et ceux qui ont bien voulu nous accompagner tout au long de cette matinée. Je vous rappelle que notre spectacle reprend lundi à 9h30. Et cette fois pour 4 auditions, je crois. Oui, tout à fait.